Là, ça enregistre. Je pensais que depuis tantôt que ça enregistrait, je me disais, à la limite, tu feras des coupures après. Ouais, ben non, on va faire des coupures après. Bon. Ben, en premier, on va commencer par, dans le fond, se présenter, puis en fait, je pense qu'on va tous se présenter pour, Juste pour on va faire une sorte d'introduction. Ben, en premier, je vais commencer avec moi. Je m'appelle Yves Boissé, je suis étudiant en FinTech présentement, puis c'est ça, pour le cours des clés. On a un invité avec nous aujourd'hui pour, dans le fond, parler de sa carrière, son métier, dans le fond, ce que plus tard ça pourrait ressembler à comme futur job. Puis, ben, on va te laisser t'introduire puis dire qui t'es, qu'est-ce que tu fais. Ouais, effectivement. Moi, Renaud Couture-Légaré, je suis enseignant en technique informatique, puis je donne aussi des cours du côté sciences informatiques et mathématiques, donc SIM. Je suis enseignant depuis presque 2 ans bientôt. Avant ça, j'ai eu une carrière, on y reviendra un peu plus tard. Peux-tu te présenter? Oui. On va juste avoir ma voix. Moi, je suis Amérique Michaud, puis lui étant... quoi t'en vas dire? Nicolas étant plus du côté de la technique informatique. Moi, je suis plus du côté STEAM, fait que on va poser des questions un petit peu chacun en rapport de notre côté. Dans le fond, nous, notre première question, c'était plus combien d'années avez-vous étudié? En bref, là, mettons qu'on fait un assez gros résumé. Officiellement, j'ai fait une technique de génie électrique dans la technologie du système ordinaire de 3 ans. Puis après ça, j'ai fait mon génie informatique de 4 ans et tiers à peu près, parce que c'est un peu plus que 4 ans. Génie informatique ici à l'Université de Sherbrooke. En pratique, mon deck a pris 5 ans, puis, mais ça a pris 4 ans et tiers pour faire le bac, par exemple. Mais oui. Donc, en gros, est-ce que ça s'est tout passé ici en Estrie? Il y a pratiquement rien à l'extérieur de Sherbrooke. Il arrive d'où est-ce qu'on s'en va? Je suis né à Sherbrooke, j'ai fait mes études à Sherbrooke. Ça a été d'ailleurs un des choix de venir au cégep de Sherbrooke à cause de ça. Parce que j'avais aussi regardé technicien plus audiovisuel, mais ça se donnait à Montréal, puis au reste à Sherbrooke. Les stages, par exemple, j'en ai fait à l'extérieur. Justement, les stages, ça fait partie de notre deuxième question. Est-ce que vous avez fait des stages et si oui, dans quel type d'entreprise? Mettons, PME et tout ça. En tant que technicien, il n'y en avait pas vraiment à l'époque. Maintenant, en technique informatique, il y en a à tous les étés, puis il y en a même pendant les cours. Il y a la possibilité justement de faire une coexistence, de travailler dessus aussi. Au baccalauréat, il y a 5 stages de prévus. Donc, j'ai fait 5 stages durant les 4 ans et quart, 4 ans et tiers. Puis il y en a 3 qui ont été à Sherbrooke, 2 à Montréal, beaucoup, parce que j'avais aussi un point à Montréal où je pouvais habiter chez quelqu'un. Donc c'était plus facile comme ça. Mais dans le fond, écoute, de tout. Dans le fond, on avait plusieurs possibilités, soit qu'on choisissait de se focusser dans une branche particulière, ou justement on ouvrait l'éventail et on prenait des stages très très différents pour voir qu'est-ce que le marché pouvait offrir. Puis moi, c'est plus dans cette optique-là que je t'allais faire. Donc, j'ai travaillé à la fois pour la relève des technologies des informations à la Banque nationale. Ça a été mon premier stage. Après ça, j'ai pu travailler dans des cockpits d'avion pour la simulation de chez CRE. Dans des langages de programmation très bas. Par la suite, ça a été chez Mediasan, qui est en assurance qualité. Donc, dans le fond, moi, je vérifiais que les développeurs avaient fait leur job comme il faut. Mais ça, c'était à Sherbrooke. C'était le premier stage que j'avais à Sherbrooke dans le quartier industriel. C'est plus de la téléphonie IP. Donc, qu'on connaît maintenant avec les Vidéotron et etc. de ce monde. Donc, ça parler au téléphone, mais par Internet. Par la suite, ça a été Ubisoft. Pour mon 4e stage, j'étais chez Ubisoft à Montréal, encore une fois sur le plateau. Hors de tout doute, je n'ai pas travaillé sur des jeux vidéo. Ouais. J'ai travaillé chez Ubisoft, mais pour de vrai, c'est la structure comment c'est fait. Là, je travaille plus dans le gros code à l'arrière. Puis mon dernier stage, j'étais en sécurité informatique, au CHU, ici. Au CHU au CHUS. Fait que, quand on parle de ces stages-là, est-ce que c'était tous des stages rémunérés? Ouais. En fait, à l'université, c'est une obligation. Mm-hmm. Si tu sors à l'université, c'est une obligation que ce soit rémunéré, puis on est même en train d'implanter ça ici en technique informatique. En fait, il y a des stages qui sont non rémunérés, c'est juste qu'il n'y a pas de stagiaire. Mais les offres sont là. Fait que là, on va continuer avec, dans le fond, notre deuxième section de questions. Dans le fond, c'était s'il y a plusieurs emplois par le passé,
on peut répondre à toutes les questions de la section. Avec quel autre professionnel êtes-vous entré en contact? Parce que là, j'ai juste parlé de mon parcours avec les stages. C'est sûr qu'après la fin de mon bac, j'ai travaillé aussi. Puis même entre la technique et le bac, j'ai fait un an sur le marché du travail aussi. C'est sûr que là, j'ai des collègues. D'un point de vue personnel, j'ai quand même plusieurs collègues, anciens collègues avec qui je garde contact puis que je communique quand même beaucoup. Vu que je fais aussi de la supervision de stage, en milieu de stage, je suis en contact avec plusieurs endroits, surtout dans le coin de Sherbrooke. Là. Nos stages habituellement se promènent entre Windsor, Magog, puis à peu près dans ce coin-là. Puis sinon, ici, pour le vrai, on n'est pas assez nombreux dans le département. Fait que je suis en contact avec beaucoup de monde. Donc, enfin, à peu près toutes les sphères, à quelque part, je finis par être en contact avec du monde. Que c'est à la fois, parce que c'était moi le responsable de l'encadrement aussi pour SIM. Donc, dans le fond, c'est moi qu'on venait voir s'il y avait des problèmes avec les étudiants ou avec les cours ou des choses comme ça. Donc, professionnellement, beaucoup ici. Donc, c'est à la fois les différentes instances du cégep, puis à la fois les autres enseignants beaucoup, parce qu'on travaille beaucoup dans le monde à nous autres. Puis à l'extérieur, d'un point de vue personnel, c'est plus large beaucoup. On parle d'un environnement. On va chercher justement un peu de l'université aussi avec des gens qui enseignent à l'université. Il y a aussi des gens qui sont auxiliaires d'enseignement à l'université. Il y a des gens qui sont analystes programmeurs chez les compagnies d'impôts. Il y a des gens qui sont à d'autres places, puis agriculture et compagnie. Donc on s'en va très très loin. Puis ça peut aller jusqu'à peu près Québec et beaucoup Montréal, Québec. Pour faire un lien avec ça, dans le fond, on se demande combien d'heures par semaine de travail ça demande, tout ça, là, parce que ça en fait gros. Là. Analyste programmeur, 40 heures, c'est fini. Rentre chez vous, tu passes à autre chose. Ça vient le lendemain. Ici, c'est plus compliqué. En théorie, 32 heures et demie. En pratique, beaucoup, beaucoup plus. Dans le fond, on travaille notre été, mais en avance. On travaille beaucoup, beaucoup plus. Surtout qu'en plus, on a une manque du monde, donc on a des surtâches supplémentaires. Puis on travaille plus que juste ça. Je dirais qu'en ce moment, ma vie est comme plus rock'n'roll un peu, parce que dans le fond, j'ai mon temps plein en tant qu'enseignant, j'ai l'encadrement en surplus. Par-dessus ça, je suis en train de suivre un cours à distance pour être formateur pour les réseaux. Puis en même temps, je suis en train de suivre le MIPEC, c'est une formation une espèce de certificat de maîtrise pour l'enseignement au collège. Donc dans le fond, c'est un cours qui se donne ici pour les nouveaux arrivants, pour les enseignants, qui n'est pas obligatoire. Mais d'aller suivre, ça permet de mieux s'outiller pour pouvoir être meilleur dans nos prestations, être meilleur dans notre planification de cours. Donc il y a ça aussi qui est là dans ma vie. Si on parle, mettons, d'avantages et d'inconvénients, là, est-ce que faire 40 heures semaine, c'est plus un avantage ou est-ce que, mettons, comme toi tu disais, ça peut dépasser puis c'est vraiment différent que juste faire 40 heures. Est-ce que pour toi c'est un avantage? Est-ce que c'est plus un inconvénient de travailler plus? Un gros avantage d'être enseignant ici, c'est qu'on a une bonne liberté sur quand est-ce qu'on va travailler, tant son temps que quand le cours se donne, on est prêt. Dans le fond, on a quand même une bonne liberté là-dessus. L'inconvénient, c'est qu'on est disponible tout le temps. Ce qui veut dire que des fois, je réponds à des étudiants, puis je suis au restaurant quelque part. Le décrochage est difficile à faire. Donc, des fois, on est obligé de dire non, je suis passé minuit, je réponds pas. Même principe que j'ai aussi dérangé des étudiants à 4h du matin. Voilà, j'ai trouvé une solution. Puis d'avoir une réponse en disant. Les gens me répondaient en disant va te coucher, on a un cours à 8h30. Puis, ah oui, c'est vrai. Fait que si, admettons, seulement d'informaticien, tu penses que ce serait quoi, admettons, des avantages? Informaticien puis des désavantages. En même temps, dans tes stages chez Ubisoft et autres, qu'est-ce que tu considères comme un avantage ou un désavantage? Faire un lien avec ton expérience. Il y en a beaucoup qui ont de plus en plus, les gens essaient d'avoir un environnement intéressant parce qu'on manque de programmeurs. Statistiquement, on a 40 000 nouveaux postes au Québec qui se forment en programmation. Puis Cégep et l'université se commencent à former 23 000. Donc, on s'endette d'à peu près 17 000 personnes par année. On ne parle pas d'un programme qu'on a inventé vraiment. On fournit pas. Ce qui est le problème, c'est que les gens essaient de s'attirer avec plein d'autres choses. C'est de dire, les horaires sont flexibles, mais c'est le fun que tu sois dans ces heures-là, parce que si on a des réunions préparées, on va les faire dans ces heures-là. Ou, tiens, une table de ping-pong, puis une glissade de Charweb. Ouais, j'ai été là-bas à Charweb. Mais je pense que c'est la seule chose qui est photographiée chez Charweb, c'est la glissade. Ouais.
dans tous les médias. Ben, j'avais été faire la visite, puis ils ont des grandes salles avec des. Tu vas voir, il y a une Switch, des Xbox. Ouais, c'est ça. Ils cherchent un peu ça, justement, de donner cette liberté-là. De plus en plus, il y a même des gens qui disent écoute, il y en a qui vont jusqu'à dire on va donner des. Si vous regardez Gsoft ou des compagnies comme ça, que les autres disent juste regarde, prends tes vacances quand tu veux, puis tu seras payé quand tu travailleras, puis c'est tout. C'est dans le fond de dire donne plus de latitude possible aux programmeurs pour qu'ils soient intéressés de rester ici, parce que sinon ils vont être perdre. En gros, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Exactement. Vraiment beaucoup. On a à peu près, je dirais que dans les stages, on a eu des années où on a eu 80 offres de stage, puis on avait 22 étudiants placés. Donc, c'est pour ça que je dis les 10 qui rémunéraient pas. Ils n'ont jamais rien. Ils rémunèrent toujours pas. Là. Ok, on parle justement d'attirer, dans le fond, les étudiants vers la programmation, vu que c'est, comme tu disais, dans le fond, une sorte de pénurie. Est-ce que le salaire moyen, c'est une façon d'attirer les gens justement dans l'informatique? Oui, mais insuffisant. C'est plus ça qui va décider si quelqu'un va rester ou pas. On a des entreprises qui payent extrêmement cher, mais parce qu'on sait que la job est plus ou moins captivante, puis les gens finissent par s'en aller parce qu'ils s'ennuient plus qu'autre chose. Redondant, puis il y en a d'autres que c'est justement des endroits où c'est très très dynamique, puis que ça va être beaucoup plus bas aussi. Je dirais que naturellement, habituellement, dans le privé d'expérience, dans le privé, souvent ton salaire de départ va être plus bas, mais il peut augmenter beaucoup plus haut puis beaucoup plus vite. Quand tu vas dans du public, mais là, ton salaire va souvent être plus haut au départ, mais va monter beaucoup plus lentement puis beaucoup moins haut. Ça fait quoi, admettons, le minimum, genre, pour une compagnie privée puis une compagnie de base. Ouais, c'est ça. Exact. Parce que moi, j'avais regardé un peu sur Internet, puis je trouvais ça intéressant. Tu parlais du CIUS tantôt, parce que eux, j'avais vu comme pour postuler en tant que technicien, puis ça commençait à 22 $, puis c'était quand même intéressant. En 2009, quand j'ai travaillé là, c'était ça aussi. Puis ça disait que ça pouvait, admettons, monter jusqu'à dans un range de 33 $ par mois. C'est quand même assez intéressant pour quelqu'un qui cherche à travailler là, en fait. Effectivement. Puis tu sais, à l'époque, justement, j'avais une autre job de technicien une autre job que j'avais eu avant de technicien au privé. Puis il a fallu que je négocie pour avoir 12,50 à l'époque. Là, on parle de... Puis là, tout d'un coup, je passe à 22. Tu sais, là, j'ai comme, oh, il y a quelque chose qui vient de se passer, j'ai pas compris. En tant que bachelier en génie informatique, ce que j'ai eu, le plus bas salaire que j'ai eu comme offre, c'était du 42 000 par année. Puis je dirais que le plus haut salaire en ce moment, c'est pas mal dans les environs de ce que j'ai en ce moment, là, qui est plus dans l'ordre du 60 et 61, 65 à peu près. Et puis, dans le fond, la formation pour ton travail, ça ressemblait à quoi, mettons? Est-ce que tu vas enseigner ici? Tu avais commencé à, mettons, à 12,50, puis ça ressemblait à quoi, dans le fond? Autant dans l'enseignement que dans les salles. Qu'est-ce que c'est les formations que tu as reçues qui n'étaient pas données par l'école? Les formations que tu as reçues pendant tes stages comme ça? Oh wow! Ça, en plus de ça, pour de vrai, à l'université, c'est un gros morceau. Il faut choisir ses stages comme il faut parce que souvent, c'est ça qui va déterminer dans quoi tu es spécialisé finalement. C'est dans quoi tu as travaillé sur le marché du travail. C'est quoi la question exactement? La formation que tu as reçue, ça ressemblait à quoi dans les stages, puis plus à l'université, mettons, en dehors de l'enseignement? En dehors de moi qui enseigne. Ouais, c'est ça. Ouais, Qu'est-ce que j'ai eu comme type de formation? En génie informatique aussi, à l'Université de Sherbrooke, c'est un apprentissage par APP qui appelle. C'est soit, dépendamment de comment vous le voyez, c'est soit apprentissage par projet, soit apprentissage par problème. C'est très, très, très autodidacte. Donc, dans le fond, on vous soumet une problématique, tu comprends rien de ce que tu viens de lire, c'est pas grave, tu as les prochains 3 jours pour comprendre ce que tu viens de lire, puis ensuite, tu as 1 semaine pour résoudre le problème, puis tu as un examen dans 2 jours. Donc, les cours durent 2 semaines, back à back, comme ça. Donc, tu te mets comme à 100% dans du matériel, dans du matériel que tu comprends pas jusqu'à temps que tu puisses le résoudre. Après ça, tu le mets de côté, tu travailles 2 autres semaines dans quelque chose de complètement différent. Cette façon de fonctionner-là, je dirais que ça a été un coup au début, c'est comme un moment d'adaptation, parce qu'on n'est pas habitué à travailler comme ça quand on rentre initialement.
Puis en plus de ça, c'était souvent justement des gens qui arrivaient avec des fortes connaissances en mathématiques et très peu de connaissances en électricité, tandis que moi j'avais fait l'inverse. J'avais très faible connaissances en mathématiques et des très fortes connaissances en électrique. Donc là j'avais un problème. Ça que j'allais trop vite en électrique, puis j'étais pas assez fort en mathématiques. Donc je perdais des points dans les deux. L'avantage de Sim, c'est entre autres ça. C'est vraiment fait pour préparer pour l'université, puis pas être nécessairement prêt quand on sort du programme pour le marché de l'emploi. Puis ce que ça permet, c'est justement d'arriver et de dire je suis fort en mathématiques et en programmation. Faire dans l'université, ça pue. Cette démarche-là de APP, oui. Est-ce que il n'y a pas, vu que tu absorbes de la matière ou des problématiques très vite, est-ce que tu as un problème de la rétention de la matière par après? Oui et non. Dans le sens que je ne me rappelle pas nécessairement par cœur, mais ça dépend bien sûr de chacun des élèves. C'est pas beaucoup des élèves. Moi, j'avais tendance à beaucoup assimiler dans des cours magistraux. Puis tant que je mettais à la pratique par la suite, ça allait bien. Puis l'environnement technique allait bien pour moi. C'est qu'on commençait avec beaucoup de suivi, puis plus le programme avançait, puis plus c'était, c'était problématique, on a une demi-heure pour se parler, on travaillait 8 heures. Mais dans le fond, cette réalité-là permettait c'était parfait pour moi. Puis arriver à l'université, ça a été plus difficile. Je dirais que de retomber sur nos pattes, c'est vraiment ce qui est poussé de l'avant finalement. C'est d'être débrouillard, de trouver nous-mêmes des ressources, de pouvoir apprendre rapidement puis retrouver rapidement. Donc même si on s'en souvient plus par cœur, on sait que ça existe, on sait comment le retrouver. Laisse-moi une demi-journée, ça va aller. Quand tu parlais, mettons, d'être autodidacte puis débrouillard, je pense que c'est des caractéristiques qui doivent être, dans le fond, assimilées par tous les étudiants en informatique. Surtout en informatique. Ouais. Parce que c'est un des problèmes qu'on a nous autres, c'est qu'on doit aussi se maintenir à jour. Parce que la technologie, un programme se renouvelle aux 15-20 ans. Donc si tu dis, il y a 15 ans, c'était ça qui était à la mode, mais on va juste enseigner ça pendant 15 ans. Tu viens de passer à côté du marché. C'est complètement à part parce qu'à toutes les années ou à tous les 2 ans, la réalité de programmation est complètement différente. Donc, il faut toujours se mettre à jour, mettre nos cours à jour, aller voir qu'est-ce qui se fait maintenant sur le marché puis travailler avec eux autres. Donc, finalement, être enseignant en ce moment en technique informatique, je dirais que c'est aussi être étudiant, mais de vraiment beaucoup. Que ça implique ça aussi. Puis c'est ça qu'on essaie aussi d'inculquer. Il y a même plusieurs, justement, cours qu'on donne en fin de programme qui est justement pour aller chercher quelque chose qu'on n'a pas abordé, puis venir nous le présenter. Pour justement dire, c'est ça que vous allez devoir faire dans ce marché de travail, c'est dire, j'ai ça comme bagage, ça me permet de bien démarrer sur le marché du travail, mais dans 2 ans, ça va être une nouvelle réalité, puis il y a de nouvelles technologies qui vont être sorties. Puis il y a peut-être certains qu'on va avoir présentés qui vont peut-être être morts dans 2 ans. Et il y a ce problème-là, effectivement, en technique informatique, c'est nécessaire. Sinon, j'avais vu à l'université, tu as le bac en génie informatique, puis tu as le bac en informatique. Est-ce que tu sais vaguement c'est quoi la différence? Je la connais de loin, parce que j'ai connu du monde qui a fait le bac en informatique, mais j'ai pas été voir. C'est un bac qui peut se donner en 3 ou 4 ans, dépendamment si tu prends court ou long. Beaucoup plus d'informatique, beaucoup plus de mathématiques aussi. Donc les bonnes pratiques, actuellement, sont l'air d'être mieux vues là. On a 2 stages, je pense. Ils ont 3 stages. 3 stages au lieu de 5. Ça, c'est moins long. Puis beaucoup plus, justement, axé sur la programmation et sur la mathématique, ce qui est vraiment pas fait pour des jeux vidéo, en fait. C'est souvent ce qu'on demande dans les jeux vidéo par la suite. En génie informatique, l'affaire, c'est que c'est un programme qui était calqué sur génie électrique. Puis le fait d'être dans un programme de génie, il faut aussi connaître un peu de chimie, connaître un peu de civil, connaître un peu de mécanique, puis connaître. Donc j'ai fait des cours où c'était combien de poids peux-tu mettre en avant d'une pelle avant qu'elle tombe. Même si aujourd'hui, même si j'étais en génie informatique. Donc c'est la raison aussi pourquoi le programme est plus long. C'est une nécessité pour pouvoir rentrer dans l'ordre des ingénieurs par la suite, c'est d'avoir une connaissance sur les autres programmes de génie. Pour que tu puisses faire de la gestion de projet. Pour pouvoir être sur le même projet que d'autres personnes, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on se dit, entre autres. Donc, les gens en génie civil apprennent la programmation aussi. Je trouve ça intéressant, surtout comme tu disais, quand tu parlais des technologies, c'est vrai que il faut évoluer, parce que notre prochaine question, c'était sur les langages de programmation. Personnellement, toi, c'est lesquels que tu crois les plus importants, mettons aujourd'hui en 2019? Ou quel langage est associé à quel domaine? Ouais, c'est ça. Je dirais pour apprendre et comprendre comme il faut, probablement le C++. C'est un langage qui existe depuis longtemps, qui est encore à jour, qui est encore à jour, qui est encore utilisé à beaucoup de places. C'est pas nécessairement le plus utilisé, mais il est là partout.
Sauf que si tu comprends ça, tu comprends les autres. Donc, C++, parce que si tu comprends ça comme il faut, la transposition à Java, c'est super facile. À C#, c'est super facile. Puis Java, c'est très, très, très utilisé sur le marché. C'est à la fois ce que vous retrouvez dans vos téléphones. C'est à la fois ce que vous allez retrouver sur beaucoup de systèmes différents. Ça, c'est du côté plus application. Il y a aussi des langages plus pour le web, par exemple. Je dirais, ce qui est vraiment intéressant à voir, parce que ça permet beaucoup de choses, c'est probablement JavaScript. C'est très, très vieux, mais en même temps, c'est très, très actuel, puis c'est un gros outil, c'est un puissant outil pour ça aussi. Ça, c'est des questions, dans le fond, plus personnelles, mais tantôt, tu parlais de l'université, puis ça m'intéressait parce que moi, j'envisagerais peut-être d'aller justement à l'université. Je me demandais, est-ce que, dans le fond, c'est comme deux questions, est-ce que c'est possible, mettons, pour quelqu'un qui souhaite juste faire, mettons, la technique ici au cégep, de rentrer sur le marché du travail après la technique? Oui, c'est ça le but. C'est vraiment ça le but. On en a plusieurs que c'est ça qu'ils font. Mais dans le fond, le but de la technique, c'est de vous préparer pour le marché du travail en tant que technicien. Souvent, ce que vous allez plus faire, même si on va vous montrer plus de l'analyse de projet et de la conception à l'intérieur du programme, c'est sûr que rendu sur le marché du travail, ce que vous allez faire, c'est plus de la programmation brute et méchante. C'est-à-dire, il y a quelqu'un quelque part qui va faire l'analyse de projet parce que vous êtes rendu dans une grosse business. Que lui sait vers où vous allez, puis vous autres, vous le programmez pour arriver là. Contrairement, mettons, à un bac, dans le fond, plus tu augmentes, je dirais, dans les diplômes, puis tu vas tomber dans de l'abstraction. Éventuellement, tu vas dire, bon, j'ai fait mon technique, donc je fais de la programmation, c'est cool. Là, tu fais ton bac, tu dis, donc je vais analyste programmeur, je vais analyser et programmer ce que je vais analyser. Là, tu montes une coche, tu dis, d'accord, je vais être architecte d'abord, donc je vais dire au programmeur comment il analyse. Après ça, c'est ton doctorat, puis tu dis, maintenant j'ai une idée, je vais demander à une groupe de le faire. Donc, c'est sûr que si tu vas avoir les mains dedans et le faire, ça serait plus de rester soit dans la technique, baccalauréat, peut-être maîtrise, mais je ne dirais pas nécessairement très très haut. On dit que dans le fond, l'université, c'est plus pour, mettons, se spécialiser vraiment. Oui, c'est ça. Plus tu vas effectivement, tu vas énormément te spécialiser. Donc, tu vas être rendu un expert dans ça, puis le reste, tu vas l'avoir un peu perdu de vue aussi en même temps. Fait que ça, c'est comme plus personnel, comme je disais, parce que moi, dans le fond, je souhaitais devenir technicien, justement, en informatique. Puis, je sais que pour lui, c'est différent, c'est plus les jeux vidéo. Concrètement, moi, ma question, c'est l'industrie du jeu vidéo. Pour un programmeur, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est demandé? C'est demandé, puis il n'y a pas énormément de programmes qui amènent là directement. Dans le sens qu'il y a beaucoup aussi d'autodidactes au travers. Tu as certains programmes, je les connais pas tous, là, des graphes, ils ont leur batch de choses négatives qui sortent sur eux autres, que d'abord pas. Puis de toute façon, j'ai entendu exactement la même chose depuis de nombreuses années. Sauf qu'il y a des programmes aussi qui commencent à apparaître. Il y a l'Université de Montréal qui avait commencé à sortir des programmes d'histoire du jeu vidéo, mais c'était un certificat d'1 an, c'était pas vraiment de la programmation, mais c'était comment ça fonctionne, puis comment faire une histoire, puis comment structurer ça, puis voir un peu l'histoire, que c'est intéressant. Mais il y a d'autres programmes qui sont en train d'apparaître live, même si les jeux vidéo ça existe depuis longtemps, puis c'est important et en effervescence, surtout à Montréal. Depuis longtemps. Non, il s'attend aussi ici. Il y a certains programmes ici. Oui, donc je veux dire que l'industrie du jeu vidéo est en effervescence à Montréal. Malheureusement, oui. Sinon, à Québec, il y en a beaucoup aussi. On parle d'Ubisoft et compagnie. Ouais. Sont aussi beaucoup à ces endroits-là parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix. La population n'est pas toute à la même place. Ouais. Ça, malheureusement, c'est un des gros problèmes. On se dit, hey, le télétravail, ça existe, on est en informatique, la technologie, c'est hop, donc je pourrais être de n'importe où puis travailler pour Montréal. Non, c'est pas ça. Tu vas déménager à Montréal puis travailler partout au Québec. À partir de Montréal. Donc, ils font à l'inverse. Puis, tu parles de télétravail. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'en faire justement avec le cégep? Non, je n'aime pas tant ça. Avec le cégep, non. Mais non, de toute façon, j'aime pas tant ça. Surtout en programmation, où on va avoir des équipes d'à peu près 5 à 9 personnes. Absolument, c'est ça qu'on essaie de viser. La communication est importante. La communication, puis la cohésion dans tout ce qu'on fait, parce que toi, tu fais un bout, mais lui, il fait l'autre bout, puis les deux vont ensemble. Donc, il faut aussi que ça se parle, puis ça crée une espèce de détachement. Il y a certaines personnes qui travaillent vraiment bien de chez eux, qui sont capables d'être focusées.
Moi, j'avoue qu'à côté de toutes mes bébelles qui servent à faire n'importe quoi d'autre que de travailler, j'ai plus de difficultés. Mais en plus de ça, c'est que il manque ce contact-là avec le reste de l'équipe qui est, selon moi, très important. Quand on parle de travail d'équipe, est-ce que c'est vrai pour, mettons, tous les jobs que tu vas faire en informatique? Mettons, si tu es technicien, est-ce que tu vas avoir du travail d'équipe là-dedans? Ou est-ce que ça va être juste, mettons, toi qui va faire du déballage du côté, puis comment ça marche dans le fond? Travail d'équipe. Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Pas tout à faire du travail d'équipe, à moins que tu partes d'une start-up et tu te dis, moi, je vais faire moi, je vais plus devenir riche. Quand là, tu vas mettre ton frère avec toi pour dire, on va se mettre deux, puis on va devenir riche. Là, tu te rends compte qu'un jeu vidéo, c'est un peu plus compliqué à créer. Oui, ça, c'est vrai. Même si ça existe pour vrai. Il y a des gens qui ont fait ça très tout seul puis que ça marche très bien. Sinon, on shoot un peu loin avec ça, mais attends qu'on va dans le plus concret, session prochaine. Différence entre les deux, c'est quoi la différence entre la technique informatique et SIM? Wow. En plus de ça, c'est différent parce que là, on est en actualisation de programme. Oui, le programme, il change. La prochaine session, c'est une nouvelle session complètement. Nous autres, on a axé le programme en technique informatique, on l'a comme modifié pour aborder un peu le principe d'APP que je parlais tantôt. Donc, de dire qu'il va y avoir plusieurs cours, mais on essaie de faire un projet commun avec tous les cours. Donc, le principe, c'est d'éviter de faire un petit projet pour ce cours-là, un petit projet pour celui-là, un petit projet pour celui-là, puis de faire plutôt, on va les mettre ensemble, on va trouver un sujet qui fait le tour, on va faire un plus gros projet qui va inclure plusieurs ma prise de son va être dégueulasse. Mais c'est vraiment pas l'endroit pour ça. Mais dans le fond, c'est ça, c'est là-dessus. Puis que je pense que la prochaine session, il y a des cours, entre autres, d'interagir. Il y a des cours de psychologie sur comment travailler en équipe, parce que c'est vraiment important. Alors, on a un cours de conception de page web de base, c'est de savoir comment mettre une image ici, comment faire ça. Un petit peu, on commence à toucher tout de suite au C++. Fait qu'on commence tout de suite à travailler sur la programmation, mais plus comme de données arrière, puis éventuellement un peu plus sur l'interface graphique. Puis je me souviens plus par cœur des autres cours. Mais dans le fond, ça commence vraiment à dire, à part les cours de base, que vous avez peut-être en bonne partie faite, vous allez aussi avoir justement de la page web, de la programmation, de l'applicatif, puis comme d'autres trucs, il va y avoir aussi justement des cours éventuellement des cours de bureautique sur comment construire justement ce genre de documents-là. Il va y avoir des cours aussi sur de psychologie, il va y avoir des cours de mathématiques éventuellement, il va y avoir des cours aussi d'objets connectés avec technique et génie électrique. Plusieurs cours comme ça qui vont venir dans le temps. Puis plus ça va aller justement, puis plus les projets vont avoir de grosses envergures. Puis à la fin, dans le fond, la 5e session, c'est un projet où on demande d'avoir un client réel. Donc vous avez comme un gros projet sur lequel vous travaillez toute la session. Puis c'est ça votre cours. Puis c'est un client réel. C'est le cégep qui fournit le client ou faut que vous le trouviez? Les deux. OK. Dans le fond, on a le droit, nous autres, d'être clients. OK. Mais au travers, c'est sûr que tu peux avoir d'autres choses. Nous autres, l'année passée, on avait une industrie qui était dans le coin de Richemont, ou en tout cas dans ce coin-là, qui voulait faire d'inventaire à l'intérieur de leur usine. Il y en avait un autre que c'était le refuge pour les animaux abandonnés, qui est sur Bowen. Le château? Le château. Refuge de château. Refuge de château, qui a ça. Que dans le fond, il y a quelqu'un qui avait travaillé là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre qui travaille pour nous autres pour on a un cours complémentaire qui est propre à nous autres, qui s'appelle le Centre d'aide en informatique. C'est de prendre des étudiants qui ont déjà suivi des cours, qui ont des connaissances en programmation pour aider d'autres personnes un peu dans la même situation. Il faut dire, toi, tu es rendu en 4e session, puis tu veux aider du monde de 2e session, tu es apte à le faire, ou assister les gens dans les laboratoires, ou venir justement au centre de médias ici pour aider les gens qui ont de la misère avec l'ordinateur parce qu'il ne faut pas leur souris. Ce genre de situation-là. Donc, qu'est-ce que je disais ça? Je sais pas pourquoi je disais ça. Non, mais ça, c'est en gros, on dit la différence entre TI et SIM. Puis du côté SIM, c'est que tu rentres. Premier cours, malheureusement trop méprisé parce que c'est pertinent, c'est le cours de chimie. Il y a un cours de chimie du côté sciences, puis il y a mathématiques, puis informatique. La différence, c'est que du côté TI, il n'y a presque pas de mathématiques. C'est comme implicite, c'est comme intégré pas mal toujours dans la programmation puis dans la logique. Fait qu'il y a des cours qui sont donnés par le département de mathématiques, mais c'est beaucoup plus justement axé sur la pratique, parce qu'à la fin, on veut que tu sortes de là, puis que tu sois capable d'être efficace sur le marché du travail. Tandis que SIM, on prépare pour ouvrir justement les portes sur une vaste variété de programmes par la suite. Donc, il y a beaucoup de mathématiques. Vous avez essentiellement les mathématiques de sciences de la nature.
Vous avez puis un cours de programmation par session aussi. Donc, sur les 4 sessions, vous avez comme 4 cours de maths, 4 cours de programmation. Puis, vous avez les 3 cours de physique qui se donnent aussi en la nature, puis juste le premier cours de chimie générale qui se donne. En fond, vous avez comme, essentiellement, du côté bio, de toute façon, il a déjà été disqualifié. Vous avez comme moins de chimie. Je pense qu'il y a un cours de mathématiques qui est disparu. Puis, vous avez plein de programmation. Puis, dans le fond, vous avez à la fois les connaissances en mathématiques pour aller faire beaucoup de choses, puis à la fois les connaissances en programmation pour pouvoir vous débrouiller. Donc, ça fait une espèce de mélange qui permet de rentrer dans beaucoup de programmes qui vont être utiles. Puis, même si tu rentres dans un programme comme architecte, puis tu dis tes connaissances de sciences sont pertinentes, ben, tu te dis quand même que ta programmation ne sera pas nécessairement demandée pour être architecte, mais tu vas te faire du fun après. Tu vas être ça dans ton programme à pouvoir te coller ça. Fait que, dans le fond, dernière question. Moi, je me demandais, les stages, mettons, c'est-tu en CIM et en TI, ça ressemble, ou est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que tu parles du marché du travail plus côté TI? Il n'y a pas de stage côté CIM de planifié. Durant l'été, c'est pas le genre de choses que je pense, c'est le genre de choses qui pourrait être envisagé, vu la demande qu'on a aussi, de faire des stages durant l'été. Le problème, c'est que le deuxième été, c'est l'été où vous êtes plus là, parce que vous avez fini votre programme. Donc, c'est comme compliqué de sortir un stage à ce moment-là. Fait que dans le fond, il faudrait juste donner un stage durant l'été la première année, donc quand vous avez les bases, mais pas plus. Fait que donc, ça serait de voir exactement comment ça va. C'est sûr que du côté TI, vous faites beaucoup plus de programmation, mais les mathématiques sont beaucoup plus délaissées. Tandis qu'en technique, là, vous avez comme plein de possibilités. À tous les étés, vous avez alternance travail-études, puis à partir de la dernière année, vous avez aussi la coexistence travail-études qui permet d'étirer ta technique, mais de travailler en même temps. Puis ta dernière session, c'est un stage. Donc, c'est... Fait que, on a fini notre liste de questions. Ça ressemblait à peu près à ça, l'entrevue. Fait que, grand merci. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Ouais. Bon, c'était à peu près juste ça, nos questions. Puis, Et voilà. on a tout le temps.